La Floride a déversé 250 000 tonnes de coquilles d'huîtres dans le golfe du Mexique. Ce qui a repoussé depuis l'Est les chercheurs sans voix. Il ne s'agissait pas de matériaux déposés avec précision selon un plan d'ingénierie élaboré. C'était des restes de table, des coquilles arrachées de marmites à vapeur et pelletées hors d'usine de transformation, chargées sur des barges, puis basculées par-dessus bord dans les eaux du Golfe au large des côtes floridaines entre 2007 et 2024. Personne n'anticipait quoi que ce soit de remarquable. Les critiques environnementaux qualifiaient l'opération de déversement sauvage en mer, avec une simple étiquette de conservation collée dessus. Des pêcheurs commerciaux qui avaient travaillé ces eaux depuis des générations avertissaient que cela achèverait ce qu'il restait du fond côtier déjà très abîmé de la Floride. Même les scientifiques qui avaient y conçu le programme s'attendaient à présider un échec coûteux. Pourtant, quelque chose a commencé à se produire sur ce fond marin qui a contredit chaque prédiction, chaque calendrier et chaque hypothèse concernant le rythme auquel la nature se régénère. Une portion de fond océanique mort a commencé à se réveiller. Pas progressivement, pas après des années de surveillance attentive, plus vite, plus dense, et avec une complexité structurelle bien supérieure à ce qu'un quelconque modèle avait jugé possible. Ce qui a pris forme là-dessous n'était pas simplement un récif. C'était un système vivant, et il continue de s'étendre aujourd'hui. Voici exactement comment les choses se sont passées et pourquoi cela va changer à jamais votre façon d'envisager l'océan. L'expérience que personne ne croyait possible. Entre 2007 et 2024, la Commission floridienne pour la conservation des poissons et de la faune sauvage a mené l'une des expériences côtières les plus contestées de l'histoire de cet État. Le principe paraît presque trop simple pour être pris au sérieux. Récupérer des coquilles d'huîtres jetées par des restaurants et des établissements de transformation de fruits de mer disséminés à travers la Floride, les transporter par camion jusqu'à la côte, les charger sur des barges, puis les déverser dans le golfe du Mexique près de Cedar Key, plus de 500 000 tonnes au total. Le tollé a été immédiat et est venu de plusieurs directions. Des organisations environnementales ont qualifié l'opération de simple collecte de déchets travestie en initiative de conservation. Elles soutenaient que ces coquilles allaient étouffer les fragiles communautés biologiques qui s'accrochaient encore à la vie sur le fond sableux et meuble en dessous. Des pêcheurs côtiers qui avaient passé leur vie entière à lire ces eaux, des familles qui comprenaient chaque courant et chaque cycle saisonnier, craignaient une perturbation des sédiments, l'effondrement des habitats halieutiques et des dommages irréversibles pour les zones de pêche dont dépendait leur subsistance. L'opposition n'était pas marginale. Elle était organisée, crédible et portée par une préoccupation écologique sincère de la part de gens qui connaissaient intimement ces eaux. Et pourtant, la commission a poursuivi. Leur raisonnement était direct. Ces coquilles allaient de toute façon finir en décharge, et si elles avaient une réelle chance de servir de substrat à un système récifal endommagé, le coût politique de l'expérience en valait la peine. Voilà ce que la plupart des récits omettent. Personne, ni les concepteurs du programme, ni les biologistes marins qui examinaient la proposition, ni les gestionnaires des pêcheries qui l'ont approuvée, ne s'attendaient réellement à ce que les choses évoluent aussi rapidement. Lorsque les premières équipes de surveillance sont retournées sur les sites de déposition 18 mois après les premiers dépôts de coquilles, elles se préparaient à voir les données confirmer ce que les sceptiques affirmaient depuis le début. Ce qu'elles ont trouvé à la place a stoppé net le docteur Krimsky, spécialiste des habitats à coquillages au sein de la Commission floridienne pour la conservation des poissons et de la faune sauvage, en plein milieu d'une réunion de débriefing d'équipe. Des formes de vie colonisaient les monticules de coquilles. Pas 2 ans après, pas 3 ans après. Ce qui représente pourtant le délai minimal standard pour observer une réponse biologique détectable sur un projet de récif artificiel. En quelques mois, des regroupements d'organismes marins se formaient à des rythmes qui n'avaient aucun équivalent dans la littérature scientifique existante. Les coquilles ne se comportaient là pas comme de simples débris passifs posés sur les fonds marins. Elles fonctionnaient comme des déclencheurs biologiques, lançant des processus que l'environnement alentour n'avait aucun moyen d'initier seul. Et personne ne parvenait vraiment à expliquer pourquoi tout cela se produisait aussi vite. Pour trouver cette réponse, il fallait observer quelque chose de si minuscule
qu'il était pratiquement invisible à l'œil nu. Ce qui se déroulait là-bas était plus étrange que quiconque ne l'avait imaginé. La phase invisible. Des micro-organismes reconstruisant tout un écosystème. Les premiers colonisateurs n'étaient pas des poissons, ce n'étaient pas des huîtres non plus. Ce n'était rien que l'on puisse apercevoir depuis un navire de recherche. C'étaient des bactéries. En quelques jours à peine après que les coquilles se furent déposées sur le plancher océanique, des communautés bactériennes microscopiques commencèrent à se déployer sur les surfaces de carbonate de calcium, formant de minces biofilms, de véritables tapis vivants et structurés capables de transformer une coquille inerte en habitat fonctionnel. Il ne s'agissait pas d'une dispersion aléatoire de micro-organismes, c'était une infrastructure biologique organisée posant une fondation sur laquelle tout le reste allait progressivement s'appuyer, et les coquilles elles-mêmes faisaient quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Les coquilles d'huîtres sont principalement composées d'aragonite, une forme cristalline de carbonate de calcium qui se dissout lentement une fois immergé dans l'eau de mer. En libérant des ions calcium dans l'eau environnante, ces coquilles généraient de minuscules zones alcalines localisées, des micro-environnements chimiques nichés au sein de la chimie plus large du Golfe. Ces variations de chimie locale étaient précisément ce dont les organismes calcifiants ont besoin pour s'accrocher et commencer à se développer. Les balanes, les vers tubicoles, les jeunes huîtres, tous ces organismes qui exigent une sorte de poignée de main chimique très spécifique avant de s'engager sur une surface. Les coquilles fabriquaient cette poignée de main. Elles ne se contentaient pas de fournir une structure physique, elles façonnaient activement les conditions nécessaires à leur propre colonisation. Quelques semaines plus tard, les diatomées et les microalgues s'installèrent dans ces biofilms déjà établis, formant la couche de base d'un réseau trophique rudimentaire. Des crustacés microscopiques et des larves de mollusques suivirent, se nourrissant des algues. Ces brouteurs attirèrent les premiers poissons juvéniles. Chaque étape biologique alimentait directement la suivante, un cycle qui se renforçait lui-même, se construisant invisiblement à partir de restes de fruits de mer jetés sur le fond sombre du Golfe. Voilà pourquoi cela est fondamentalement important. Les fonds sableux ne peuvent pas faire cela. Le sable n'offre aucune surface d'accroche pour la formation de biofilms, aucune microzone chimique, aucune complexité structurelle d'aucune sorte. Le fond mou du Golfe en Floride était biologiquement coincé dans une sorte d'impasse écologique. Les coquilles contournaient cette impasse totalement. À la fin des 6 premiers mois, les surfaces des coquilles étaient recouvertes de biofilms et de microalgues. Pour quiconque observait depuis la surface ou même en plongeant sur les sites, tout cela ressemblait à un échec. Un tas de vieilles coquilles posées sur un fond marin plat, virant lentement au gris. Mais les échantillons d'eau et les carottes de sédiments du docteur Krimsky racontaient une toute autre histoire. En moins de temps que la plupart des projets de récifs artificiels traditionnels n'en mettent à montrer la moindre réponse biologique mesurable, les dépôts de coquilles avaient établi un écosystème microscopique complet et parfaitement fonctionnel. La phase invisible constituait l'échafaudage caché. Sans les bactéries, sans la chimie de l'aragonite, sans le biofilm nourrissant la première vague de brouteurs, il n'y a pas de récif. Il n'y a que du calcium sur du sable. Cet échafaudage était déjà en place. Et ce qui survint ensuite amena les scientifiques à remettre en question tout ce qu'ils croyaient comprendre du fonctionnement de la formation des récifs. Le retour des bâtisseurs de récifs. Les huîtres ont besoin de surfaces dures pour survivre. Cette unique contrainte biologique étranglait discrètement la côte du golfe de Floride depuis des décennies, et la plupart des gens ne l'avaient jamais su. Les larves d'huîtres, qu'on appelle le naissin, se laissent porter par les courants à la recherche d'un substrat. Dans un système récifal en bonne santé, ce substrat est constitué de la masse accumulée de coquilles laissées par les générations précédentes. Des siècles d'huîtres mortes, empilées en une plateforme dense et complexe qui filtre l'eau, protège contre l'érosion et abrite environ 300 espèces distinctes. Mais les systèmes récifaux naturels de Floride avaient été saccagés. La surpêche, la pollution,
L'urbanisation côtière et les rejets qui en découlaient avaient progressivement démantelé un réseau récifal qui couvrait autrefois des centaines de kilomètres carrés du fond du golfe. Au début des années 2000, le naissain dérivait dans des eaux ouvertes sans pratiquement nulle part où se poser. Pas de substrat, pas d'installation, pas de nouvelles huîtres. Le cycle reproductif s'était effondré. Le golfe ne disposait d'aucun mécanisme interne pour se régénérer. Les coquilles déversées ont résolu ce blocage presque instantanément. Chaque monticule de coquille constituait une zone d'atterrissage concentrée, placée tantôt délibérément, tantôt selon la logique des courants du Golfe, exactement là où le naissain en dérive allait passer. Dès la première année, le docteur Bill Pine, chercheur en sciences marines au laboratoire marin de l'Université de Floride, a observé des huîtres juvéniles se fixant sur les coquilles déposées en nombre qui dépassaient largement les projections initiales du programme. Les larves trouvaient une surface. Elles s'installaient. Elles commençaient à pousser. À la deuxième année, ces juvéniles étaient devenus des adultes reproducteurs. Ils produisaient leurs propres larves. Cette deuxième génération s'est fixée sur la structure récifale existante et l'a étendue encore davantage. Les mains humaines avaient créé les conditions de départ. La nature avait pris entièrement le relais. Voici ce que les données ont révélé. À la troisième année, les relevés de surveillance enregistraient en moyenne 847 huîtres par mètre cube de coquilles déposées. Les zones à fond meuble environnantes, sans aucun substrat, en comptaient quasiment zéro. Les récifs ne se limitaient plus non plus à l'empreinte initiale des dépôts de coquilles. Les huîtres mouraient naturellement, ajoutant leurs propres coquilles à la structure et fournissant un substrat pour la vague d'installation suivante. Croissance verticale, expansion horizontale. Le récif se construisait tout seul. Et puis vint le moment qui transforma complètement le débat public autour du programme. Le capitaine de charter Mike Lenz avait été dès le départ l'une des voix les plus fortes et les plus tenaces à s'opposer au dépôt de coquilles. Il avait témoigné contre le projet devant des instances étatiques. Il avait averti publiquement que cela détruirait des zones de pêche sur lesquelles sa famille travaillait depuis 3 générations. En 2013, debout à la rambarde de son bateau au-dessus d'un des sites récifaux établis, Lenz observa un dense banc de redfish se maintenant dans le courant autour d'un monticule de coquilles. Il prononça alors des mots qu'il n'avait pas prévu de dire. « J'avais tort. En 25 ans sur ces eaux, je n'avais jamais vu les poissons se regrouper comme ça. Ce revirement n'était pas seulement celui d'un homme qui change d'avis. C'était le moment où les résultats scientifiques et le vécu de ceux qui avaient pêché ces eaux toute leur vie se rejoignaient enfin. Et les poissons n'étaient que le début de ce que ces récifs allaient accomplir. Quand les poissons sont arrivés, tout a changé. Les poissons récifaux n'attendent pas les annonces officielles. Dès qu'une complexité structurelle apparaît sur un fond marin sans relief, ils la repèrent. Ils ont localisé les récifs de Cedar Key dans les 2 ans suivant leur établissement. Les relevés ichthyologiques donnaient des chiffres qui poussèrent l'équipe du Dr Pine à revérifier entièrement leur méthodologie. La biomasse autour des sites récifaux avait augmenté de plus de 340%. Par rapport à des zones témoins de taille similaire, la diversité des espèces avait progressé de 240%. Voici le détail qui distingue ce phénomène d'un simple effet d'agrégation classique. Ces poissons n'avaient pas migré depuis d'autres endroits du Golfe, attirés par un nouveau repère. Le principal facteur de cette augmentation était les poissons juvéniles, des animaux nés dans ces eaux et ayant survécu jusqu'à maturité. Les récifs ne concentraient pas une population déjà existante. Ils produisaient une vie qui n'avait jamais existé auparavant dans ces eaux. Les rougets arrivèrent en premier, exploitant la structure complexe des coquillages pour se nourrir et se protéger des prédateurs. Les sards vinrent ensuite, prospérant grâce aux communautés d'invertébrés qui s'étaient installées sur chaque surface dure. Les flétans longeaient les bords du récif. Des snooks apparurent en quantité qu'on n'avait pas documentée dans ces eaux depuis des années.
Et Mike Lance ne fut pas le seul capitaine à faire demi-tour. Les opérateurs de bateaux de pêche à la journée dans toute la région de Cedar Cay commencèrent à solliciter officiellement de nouveaux sites récifaux près de leurs zones de pêche les plus fréquentées, auprès de la commission même qu'ils avaient combattue en justice 6 ans plus tôt. Les hôtels, les boutiques d'appât et les restaurants du bord de l'eau signalèrent tous des hausses de revenus mesurables, directement liées à l'activité marine autour des sites récifaux. La cascade écologique continua de progresser le long de la chaîne alimentaire. Des pieuvres établirent de leur territoire dans les anfractuosités et les surplombs complexes du récif. Des tortues marines revinrent et commencèrent à se nourrir des communautés d'invertébrés qui recouvraient trop les coquillages. Des dauphins furent observés en train de chasser méthodiquement aux abords du récif, exploitant les fortes concentrations de poissons lors de passages coordonnés. Chaque nouvel arrivant renforçait la structure trophique qui se trouvait en dessous. Le système devenait plus complexe, plus stable et biologiquement plus résistant à chaque saison qui passait. Ce qui rendait cette évolution écologiquement significative, plutôt que simplement impressionnante visuellement, reposait sur une distinction que l'équipe du Dr Pin s'attacha soigneusement à établir dans les publications scientifiques. Les récifs artificiels, construits à partir de structures en béton ou de navires coulés, sont historiquement efficaces pour concentrer des poissons qui occupent déjà une zone, redistribuant ainsi une population existante autour d'un nouveau repère géographique. Cela peut produire des chiffres d'inventaire spectaculaires, sans représenter aucune véritable augmentation de la vie marine. On déplace des poissons, on n'en crée pas. Les récifs de Cedar Cay faisaient quelque chose de différent. Le nombre de poissons juvéniles constituait le principal moteur de l'augmentation de la biomasse. Les récifs générèrent des poissons, créant les conditions de survie qui n'avaient pas existé auparavant dans cet écosystème. Cette distinction importait énormément dans la façon dont les gestionnaires des pêcheries de Floride envisageaient l'extension du programme. Mais les poissons ne représentaient qu'une partie de ce qui se passait. Quelque chose d'autre était en train de changer dans l'eau elle-même, quelque chose qu'aucun modèle n'avait prévu, quelque chose dont les conséquences dépassaient de loin l'emprise des récifs. Ces machines d'1 milliard de gallons qui continuaient à fonctionner, un seul huître adulte filtre entre 30 et 50 gallons d'eau de mer chaque jour. Multipliez ce chiffre par des centaines de milliers d'huîtres prospérant sur les sites récifaux restaurés. Des systèmes récifaux entiers traitaient chaque jour des milliards de gallons d'eau du Golfe, en extrayant les particules en suspension, les excès de nutriments, les bactéries nocives et les rejets agricoles, sans machinerie, sans infrastructure électrique, sans budget d'entretien. La nature avait construit une installation de traitement des eaux à l'échelle industrielle à partir de déchets de restaurants. La côte du Golfe souffre d'un problème chronique de pollution aux nutriments qui définit sa dégradation depuis des décennies. L'azote et le phosphore issus des exploitations agricoles et du développement urbain se déversent en permanence dans les eaux côtières, favorisant des proliférations algales nuisibles qui troublent la colonne d'eau, étouffent la vie marine et déclenchent périodiquement des mortalités massives de poissons. Les récifs d'huîtres s'attaquaient à ce problème à sa racine biologique. La clarté de l'eau autour des sites récifaux commença à s'améliorer de façon mesurable en l'espace de quelques années. Les niveaux d'oxygène dissous augmentèrent, les concentrations en nutriments diminuèrent. Ces améliorations ne restaient pas locales. Les récifs s'étendaient vers l'extérieur selon un rayon toujours plus large autour de chaque site. Une eau plus claire signifie davantage de lumière solaire qui pénètre en profondeur. Les herbiers marins, habitat essentiel pour les poissons juvéniles, les lamantins et les tortues marines, ont besoin de cette lumière pour survivre. Au fur et à mesure que les récifs clarifiaient l'eau, les herbiers ont reconquis des zones trop turbides pour les accueillir depuis des années. Puis une deuxième boucle de rétroaction s'est enclenchée. Les herbiers stabilisèrent les sédiments, réduisaient encore davantage la turbidité, permettant ainsi une nouvelle expansion des herbiers. 2 cycles auto-renforçants rayonnaient des améliorations bien au-delà de ce que les dépôts de coquilles avaient directement touché. Les chercheurs ont estimé que les services de filtration générés entre 2007 et 2024 valaient des dizaines de millions de dollars en valeur écologique. La nature les offrait gratuitement. Les résultats ne sont pas restés en Floride. L'Alabama a lancé son propre programme de recyclage de coquilles dès 2015. Le Mississippi a suivi.
La Louisiane a initié des initiatives de construction de récifs à grande échelle. Le Bullion Oyster Project, dans le port de New York, a adopté ce modèle dans l'une des voies navigables urbaines les plus dégradées d'Amérique du Nord. La conception environnementale circulaire, qui consiste à réutiliser les matériaux de déchets comme infrastructure écologique fonctionnelle, était en train de transformer l'ingénierie de la conservation à l'échelle mondiale. Des ingénieurs côtiers au Canada, en Australie et en Europe ont commencé à étudier les résultats obtenus à Cedar Key. Mais une épreuve attendait encore, que personne n'avait planifiée. Une épreuve qui surgirait sans prévenir. Septembre 2017. L'ouragan Irma, catégorie 4. Des vitesses de vent dépassant 240 km à l'heure. Une montée des eaux catastrophique. Des vagues suffisamment puissantes pour éroder les plages et remodeler les littoraux en quelques heures. Lorsque les évaluateurs des dégâts ont parcouru la zone après le passage d'Irma, ils ont découvert quelque chose qui a stoppé net toutes les conversations. Les littoraux soutenus par les récifs restaurés avaient subi une érosion nettement moindre, réduite de 30 à 40% par rapport aux plages de sable fin adjacentes. Leur structure dense, irrégulière et tridimensionnelle absorbait et dissipait l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent le rivage à pleine puissance. Rien que la friction, l'élan brisé, protégeait les terres. Les ingénieurs ont estimé que les récifs avaient évité environ 3 millions de dollars de dommages aux propriétés côtières durant Irma seul. Le coût total du programme sur 15 ans s'élevait à environ 5 millions de dollars. Les récifs avaient presque rentabilisé leur coût en une seule tempête. Les digues se fissurent, les enrochements se déplacent, l'acier se corrode, le béton finit par céder. Les récifs d'huîtres, eux, se réparent d'eux-mêmes. Les dommages causés par les tempêtes déclenchent de nouveaux établissements larvaires. Chaque génération ajoute de la hauteur et de la complexité structurelle. La barrière devenait plus solide après chaque tempête et non plus fragile. Les dispositifs traditionnels de protection des côtes coûtent des centaines de milliers, voire des millions de dollars par kilomètre. Le programme de Cedar Key a atteint une protection comparable à une fraction de ce coût et s'améliorait chaque année sans investissement supplémentaire. Et la partie la plus extraordinaire se déroulait encore. Au début des années 2020, les récifs avaient considérablement dépassé leur empreinte initiale, et ce sans aucune intervention humaine. Les sites les plus anciens avaient à peu près doublé leur superficie totale, portée par le cycle reproductif des huîtres. Chaque génération s'installait, mûrissait, mourait, et contribuait sa coquille à la vague larvaire suivante, accumulation verticale, expansion horizontale. Le récif orchestrait sa propre croissance selon un calendrier qu'aucun planificateur humain n'avait établi. Les premiers dépôts formaient des monticules irréguliers de carbonate de calcium friable. Les récifs vivants qui en émergèrent étaient architecturalement élaborés. Des profils verticaux, des passages abrités, des surplombs, des dizaines de micro-habitats distincts. Des crabes, des pieuvres, des étoiles de mer et des poissons juvéniles exploitaient simultanément différentes caractéristiques structurelles au sein d'une même section de récif. Ils ne partageaient pas un simple substrat, ils habitaient un écosystème. Les récifs d'huîtres denses séquestrent également le carbone organique dans leurs coquilles et dans les sédiments environnants, piégeant ainsi des gaz à effet de serre qui contribueraient autrement à l'acidification des océans et au réchauffement de l'atmosphère. Sans vraiment le prévoir, l'argument écologique s'était transformé en argument climatique. Les indicateurs de biodiversité sur les sites les plus avancés de Cedar Key s'approchaient désormais des niveaux mesurés dans des systèmes naturels de récifs calcaires préservés. Les tortues marines en voie de disparition avaient fait leur retour. Les dauphins chassaient méthodiquement le long des bordures des récifs. Le golfe se reconstruisait autour des huîtres, et les huîtres se reconstruisaient autour du golfe. Chaque huître qui vivait et mourait fournissait un substrat pour la génération suivante. Chaque génération élargissait l'empreinte, filtrait davantage d'eau, protégeait un plus grand linéaire de côtes et soutenait un plus grand nombre d'espèces. L'intervention avait pris fin. L'écosystème, lui, continuait. Les projections indiquaient une progression sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. 500 000 tonnes de coquilles d'huîtres rejetées
abandonnés, déversés dans le golfe sans aucune certitude qu'il en résulterait la moindre chose utile. Des bactéries les ont colonisés en quelques jours. La chimie de l'organite a reconfiguré la qualité de l'eau. Le biofilm a nourri les premiers brouteurs. De jeunes huîtres ont trouvé une surface et s'y sont fixées. Génération après génération, la structure s'est étendue davantage, sans qu'on le lui demande. Les poissons sont arrivés, puis les tortues, puis les dauphins, parcourant les bordures en passes coordonnées. La clarté de l'eau s'est améliorée. Les herbiers marins ont regagné des zones qu'ils n'avaient pas occupées depuis des années. Un ouragan de catégorie 4 a mis les récifs à l'épreuve, et les récifs ont tenu, puis sont sortis renforcés des dommages subis. L'intervention a pris fin. L'écosystème, lui, a continué à se construire. Est-ce que chaque littoral dégradé dans le monde devrait mener cette expérience? Ou bien le golfe est-il sur le point de révéler des limites que personne n'a encore découvertes? Abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo à l'écran, car là où mène la restauration des huîtres est encore plus extraordinaire que ce que vous venez de voir.